Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais donc reprendre là où je me suis arrêté la dernière fois. Juste un petit détail sur la numérotation des cours. Vous êtes peut-être étonné de voir cours numéro 4 alors que ça fait que la troisième fois, mais comme il y a un cours qui a été annulé, je le laisse dans la numérotation et en fait on le rattrapera plus tard. C'est pour cette raison que j'adopte cette numérotation. Alors, la dernière fois on a travaillé sur la signification des unités lexicales et on a vu que en fait il y avait différentes situations dans lesquelles on ne comprend pas une unité lexicale. Je vous rappelle que la stratégie, disons, c'est de se mettre dans des situations de non-compréhension et de voir comment, par quels moyens, on surmonte la non-compréhension de l'élément considéré, donc là en l'occurrence de l'unité lexicale. Donc on a vu que la plupart du temps il suffit d'aller chercher une définition, mais il y a des cas un petit peu plus délicats, jusqu'à éventuellement les situations plus complexes où finalement la décision sur le sens d'un mot est compliquée par le fait que le mot a une richesse polysémique et que même contextuellement on ne peut pas toujours limiter la portée de la polysémie. On verra que, de toute façon, en général, les mots sont polysémiques hors contexte, quand on ne les emploie pas. Mais quand on les emploie dans une phrase, par exemple, je ne sais pas moi, si vous prenez les ailes de l'avion, les ailes de l'oiseau, bon, dans une phrase donnée, il n'y aura pas d'ambiguïté, je veux dire, il n'y aura pas de confusion possible entre les deux sens du mot. Le mot « aile » employé dans une certaine phrase, je ne sais pas moi, si vous dites cet oiseau s'est blessé à l'aile, bon, c'est l'aile de l'oiseau, c'est pas l'aile de l'avion, c'est évident, la question ne se pose même pas. La question se pose quand on aborde le sens du mot dans sa hors contexte. Ensuite, on a vu que les cas dans lesquels on a un mot grammatical pose des problèmes de compréhension complètement différents. À la limite, il n'y en a même pas de problème de compréhension. La question de l'éventuelle compréhension des mots grammaticaux, c'est plutôt l'applicabilité des instructions véhiculées par les mots grammaticaux. Par exemple, on sait très bien, on comprend très bien le pronom « elle », on sait qu'il est anaphorique, il faut aller récupérer un groupe nominal féminin qui va être pronominalisé par « elle », mais si la phrase est mal faite, on ne sait pas comment appliquer cette instruction véhiculée par le pronom « elle ». Bon, ensuite, donc, on avait commencé à regarder la signification des phrases, avec en particulier donc, un rappel de la notion de compositionnalité pour expliquer que finalement, si dans une situation de pure et simple compositionnalité, si on veut bien admettre provisoirement cette configuration, parce que en pratique c'est rarement le cas, mais admettons, je peux obtenir le sens d'une phrase simplement par la combinaison du sens des mots qui la composent. C'est la compositionnalité. Voilà, si je connais le sens de ordinateur, le sens de bureau, le sens de sur, si je comprends la phrase l'ordinateur est sur le bureau. Voilà. Il n'y a même pas de problème de compréhension. Le problème de compréhension, il serait au niveau du mot, pas au niveau de la phrase elle-même. Mais, donc ça, cette notion de compositionnalité, elle est très importante, elle est due à Frege. Bon, ensuite, on verra plus tard il faut jouer aussi, encore une fois, avec le contexte, avec les aspects qu'on appelle donc pragmatiques. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les problèmes de compréhension qui viennent de la structure phrase elle-même, du fait qu'on a une phrase et pas de mots. Donc la question de savoir si je ne comprends pas une phrase parce qu'il y a, en raison de la compositionnalité, un mot dans la phrase que je ne comprends pas, elle est indifférente, finalement. Mademoiselle, oui, si vous voulez consulter vos mails et tout ça, vous savez que vous n'êtes pas obligé de venir. D'accord, mais bon, vous regarderez après le site. La compositionnalité, c'est un concept essentiel de la sémantique.
mais ça ne répond pas à notre question sur la phrase. Donc pour aborder la question de la phrase elle-même et du sens de la phrase, j'avais introduit cette notion qu'on trouve chez Magno de phrase sans texte, hein, avec une distinction entre énonciation aphorisante et énonciation textualisante. Et puis on avait vu des exemples à partir de proverbes où effectivement on avait remarqué que comme ça, si on ne connaît pas le sens des proverbes préalablement, on a du mal à deviner ce qu'ils signifient. Donc, une fois qu'on connaît le sens, on comprend pourquoi ce proverbe dit cela et pas autre chose. Hein. Bon, donc on a bien un problème spécifique puisque ici, quand on pense les différents proverbes, on n'a pas de problème de compréhension des mots séparés. Enfin, je veux dire, on n'a pas de problème de compréhension des mots isolés. Et donc, normalement, si j'applique simplement la notion de compositionnalité, je devrais comprendre le total à partir de la compréhension des parties. Hein. Mais là, ça ne marche pas. Il manque des informations. C'est là où on entre donc dans toutes les problématiques qui vont être liées à la signification en contexte. Hein. Et là, c'est un contexte culturel dont on a besoin pour comprendre les proverbes. Bon, je passe sur le statut spécifique des proverbes, on en a parlé un tout petit peu. Pourquoi il y a des proverbes? Pourquoi on juge utile de catégoriser certaines situations par des formules un peu énigmatiques au lieu de les catégoriser d'une manière tout à fait littérale, hein. Bon, il y a des raisons, mais ce n'est pas tellement notre sujet. Notre sujet, c'est surtout de constater que dans ces cas-là, comment je fais pour comprendre la phrase que je ne comprends pas? Mais je donne une paraphrase. Ce qu'on appelle une paraphrase, ça c'est un terme technique de la linguistique. Alors, vous avez peut-être appris quand vous allez au lycée, quand vous faisiez des dissertations, qu'il ne faut pas faire de paraphrase. Hein, quand on fait le commentaire de texte, on ne dit pas de paraphrase. Bon, ça c'est l'usage un peu scolaire du terme de paraphrase, mais il y a un usage technique en linguistique. Paraphrase, une paraphrase d'une autre phrase, c'est une phrase sémantiquement équivalente à l'autre phrase. Donc, en effet, quand je dis même avec de l'eau sale on peut éteindre le feu, c'est l'équivalent de dire certaines solutions sont efficaces même si elles ne sont pas idéales. D'ailleurs, c'est équivalent au sens de la référence, c'est au sens de la dénotation. Ça renvoie au même type de situation. Hein. Mais effectivement, le sens, c'est-à-dire la lunette par laquelle j'arrive à cette dénotation, n'est pas le même. Et c'est en cela que le proverbe se caractérise, disons, a une particularité par rapport à une expression transparente, disons. Mais en tout cas, je résous le problème ici, non pas en allant chercher des mots dans un dictionnaire, hein, mais en allant trouver une paraphrase. Bon, alors on avait vu aussi des cas plus compliqués où on peut douter même du fait que les phrases aient un sens ou pas, mais où en tout cas, il n'y a pas de réponse simple. Hein, et ce sont des phrases un peu énigmatiques qui peuvent amener à toutes sortes de commentaires. Donc là, on va entrer dans ces cas-là, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, dans une démarche d'interprétation. Il va y avoir une interprétation qui va être déclenchée par ces phrases, et une interprétation qui n'est pas forcément finie. C'est-à-dire que quelqu'un va faire une interprétation, mais une autre interprétation sera possible, etc., etc. On va voir que, bien évidemment, c'est un peu la même chose dans le cas des textes. Hein. Mais voyez, dans le cas même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu, on n'a pas vraiment besoin de parler d'interprétation, tout au moins dans le même sens. Hein. Là, je donne un équivalent littéral, c'est une paraphrase, je n'ai pas besoin d'interprétation, il n'y a pas de débat sur ce que ça veut dire. Tout le monde est d'accord sur ce que ça veut dire, d'accord ? Alors que tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont on peut interpréter, il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, j'avais terminé la dernière fois le cours sur ces exemples qui proviennent de textes surréalistes. Donc là, ces phrases posent aussi un problème de compréhension. Hein, si je prends par exemple celle-ci d'André Breton, Princesse Brandon déglutira une petite Mirabelle gaiement dans un cajot. Bon, voilà, on comprend chacun des mots de la phrase, mais on ne comprend pas forcément la phrase dans son ensemble. Mais est-ce qu'elle est destinée à être comprise? Bon, c'est pas sûr. Le cadavre exquis, enfin, c'est pas sûr dans un sens ordinaire de la notion de compréhension. Vous connaissez toutes et tous ce jeu surréaliste du cadavre exquis qui consiste à fabriquer des phrases aléatoires avec un système de papier plié. Hein. On écrit un mot, on plie, quelqu'un d'autre écrit un mot derrière, on plie un autre mot derrière. Et c'est comme ça qu'on aboutit à des phrases qu'on n'aurait jamais eu l'idée
de produire comme ça. Hein. Je veux dire que si on vous disait écrit une phrase complètement surréaliste comme ça, vous seriez sans doute un peu gêné. Donc, et on tomberait peut-être assez facilement sur des choses préconçues. Et donc, pour sortir de l'espèce de rationalité interne au langage, eh bien, Breton et les autres surréalistes avaient développé ce type de production verbale. Donc, pour, comme le dit ici dans cette citation Breton, pouvoir rendre à la poésie le sens de l'immensité de ses pouvoirs perdus, c'est-à-dire de faire dire au langage plus que ce qu'il est capable de dire d'habitude. Hein. Mais en même temps, si du point de vue sémantique, du point de vue du sens, qu'est-ce que je fais de ça Bon, là aussi, j'ai plusieurs genres d'interprétations possibles. Mais ce sera sans doute qualitativement des genres d'interprétation différents de ceux qu'on a dans les textes, disons, critiques, psychanalytiques, critiques littéraires comme Blanchot ou Lacan qu'on a vu juste avant. Hein. Là, l'horizon d'interprétation est différent. Alors, quelques conclusions sur les difficultés de compréhension de la phrase. Donc, mais enfin, dans ma reprise, là, j'ai déjà expliqué les éléments de cette conclusion. Donc, il y a bien une capacité à la compositionnalité, mais en fait, la compositionnalité, quand elle fonctionne, on ne se pose pas de problème de compréhension d'une certaine façon. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du sens qui est en jeu, bien entendu. Ensuite, on a vu que dans certains cas, la compréhension est bloquée volontairement. Bon, par exemple, dans le cas des jeux surréalistes, ou dans le cas des formulations très hermétiques volontairement produites par quelqu'un comme Lacan ou quelqu'un comme Blanchot, on a la volonté de n'être pas compris immédiatement. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le fait de ne pas être compris parce qu'on a mal formulé les choses, hein, évidemment. Bon, alors la question, là, tous les linguistes ou philosophes du langage ne sont pas forcément d'accord pour dire si ces phrases ont ou non un sens. En tout cas, si on retient la définition frégéenne consistant à dire qu'une phrase a un sens si elle correspond à l'état... on connaît le sens d'une phrase quand on connaît l'état du monde décrit par cette phrase, bah on aura bien du mal à imaginer un état du monde pour des phrases comme celle un peu énigmatique qu'on vient d'examiner. Hein. Donc dans ces cas-là, bon, on peut être tenté de dire qu'il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Et d'ailleurs, à l'origine, si vous voulez, là je fais une parenthèse très très courte parce que d'abord c'est pas mon domaine et là c'est vraiment des questions de philosophie du langage, mais ou de philosophie générale. Toute cette problématique de la sémantique frégéenne, etc., elle est issue en fait d'un courant de pensée qu'on appelle le positivisme logique, hein, le cercle de Vienne, etc., des gens après, comme éventuellement un Russell, bref, des philosophes logiciens qui voulaient en fait clarifier la philosophie en quelque sorte en développant une critique du langage consistant à dire que certains énoncés de la métaphysique, etc., n'ont en fait aucun sens, hein, parce qu'on ne peut pas du tout leur assigner des conditions de vérité ou des choses comme ça. Bon, donc il y a bien, bon, je suis désolé, je le résume d'une manière très très caricaturale, mais il y a bien quand même cette idée hein, qu'on va trier un peu dans les énoncés, quand même, ce qui est sérieux de ce qui ne l'est pas, hein, dans l'esprit du positivisme logique. Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite que, par exemple, la sémantique de type frégéen, enfin, on verra rapidement quelques exemples, donc la sémantique formelle, ne s'intéresse pas du tout au sens des textes poétiques, par exemple. Ce n'est pas son objet. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est simplement chaque modèle théorique a ses spécificités et a ses objets de prédilection, disons. Alors, ensuite, donc, on a vu que le sens d'une phrase est souvent lié à celui des phrases qui la précèdent ou qui la suivent. Bon, ou alors même au contexte culturel, hein, ça je ne l'ai pas rappelé. Ça, c'est tout
le problème immense de la relation entre la sémantique et la pragmatique, dont je ne parlerai pas beaucoup, je vais en parler quand même à un moment donné, mais le cours va surtout être orienté du côté de la sémantique, donc je vais juste parler de la pragmatique pour la situer par rapport à la sémantique, mais en gros, disons que les questions pragmatiques, elles interviennent dès que les phrases ont besoin d'être interprétées contextuellement, c'est-à-dire en fonction du contexte réel, culturel, ce que vous voulez, ou bien du contexte des phrases qui précèdent ou qui suivent. Bon, après, il y a toute la question de l'implicite, hein, ça on en a déjà un tout petit peu parlé. Vous souvenez avec une citation que j'avais donnée de Churchill, hein, et ça c'est la dimension pragmatique, hein, cette différence entre le sens littéral et le sens, un sens dérivé, éventuellement métaphorique, etc. Et puis dans certains cas, on a vu avec Lacan, Blanchot, les surréalistes, l'interprétation des phrasés complexes, hein, ça pose donc un problème qu'on peut dire herméneutique. Un problème herméneutique, donc d'interprétation. Hein, la notion d'herméneutique, elle renvoie à la notion d'interprétation. Mais enfin, ce qu'on peut dire globalement quand on parcourt comme ça quelques-uns des problèmes de compréhension de la phrase en tant que phrase, quand il n'y a pas de problème de compréhension des mots, etc., c'est que, en effet, encore une fois, ce sont des problèmes de sens qui sont, enfin, je veux dire, on s'en sort d'une façon différente de la façon dont on s'en sort pour comprendre des mots isolés, hein, des mots lexicaux. Bon, donc le sens, la notion de sens au niveau de la phrase, elle est qualitativement différente de la notion de sens au niveau du mot. Alors passons maintenant au texte. Hein. Alors là, bon, évidemment, il y aurait énormément de choses à dire, mais je vais vraiment très grossièrement balayer le problème. Alors, premier cas de figure tout bête, hein, le cas du texte technique. Pour obtenir l'ostéo-intégration de l'implant en dépit des contraintes exercées durant la cicatrisation osseuse, il faut réduire l'intensité des forces et des moments exercés sur les implants. Bon, est-ce que vous avez une vague idée de à quel domaine technique ce texte appartient ? Oui ? Oui, mais... Oui, chirurgie. Là, c'est vrai qu'on ne peut pas tellement dire plus. En fait, c'est la chirurgie dentaire, spécifiquement. Hein. Les implants, c'est les implants dentaires, etc. Donc, quel est le problème pour comprendre ici? C'est à nouveau un problème qui nous renvoie à la question du langage technique et de la compréhension des mots isolés. Bon, ce qui vous bloque surtout la compréhension ici, c'est ostéo-intégration, si vous ne comprenez pas. Hein. Mais vous voyez que vous avez des tables d'équivalence, ostéo-intégration, cicatrisation. Bon, il y a deux sens apparemment, mais là, là ici, c'est le premier sens qui est en jeu. Mais si on ne tient pas compte de cette petite complication qui fait que le terme ostéo-intégration a apparemment deux sens en chirurgie odontologique, il suffit d'avoir ce tableau d'équivalence des mots techniques avec les mots simples. Je ne sais pas moi, suturer pour refermer, bon, suturer, ça c'est plus connu. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, vous voyez, anesthésier, endormir, mais anesthésier, là aussi, c'est connu. Mais bon, on peut avoir ces tableaux d'équivalence très simples qui font que je peux comprendre un langage technique. Même, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais un texte technique, il y a un premier niveau d'appréhension qui est tout à fait possible, qui n'est pas aussi ardu et difficile que peut paraître le texte de prime abord. Ça n'est qu'un problème de mots, si j'ose dire. Hein. Ce n'est pas un problème de phrase, ce n'est pas un problème de texte. Hein. C'est un problème de mots, mais évidemment, ça veut dire aussi que c'est un problème de catégorie, puisqu'on verra un peu en quoi les mots renvoient à des catégories. Et là, le problème, c'est que même si, à la limite, vous comprenez quelque chose, un texte technique, après avoir traduit les termes techniques en termes ordinaires, vous ne comprendrez peut-être pas les enjeux hein, de ce qui est dit dans le texte. Pourquoi c'est important, pourquoi on dit ça. Bien. Parce que vous n'avez pas la connaissance de la réalité. Mais
en tout cas, ici, on n'a pas de problème difficile. Alors ensuite, il y a évidemment les situations similaires à celles qu'on a vues avec la phrase, dans lesquelles l'interprétation d'un texte pose des problèmes herméneutiques. Alors là, je prends à nouveau un texte de Blanchot, parce que L'écriture du désastre, c'est un très beau livre, hein, d'ailleurs, je vous conseille, si vous n'avez pas eu l'occasion de tomber sur ce livre, très beau livre, mais très énigmatique. Hein. Vous voyez par exemple ici, ce texte, l'écriture fragmentaire. Donc là, c'est un passage, puisque L'écriture du désastre, c'est un texte qui est écrit lui-même en fragments, hein, donc en petits segments séparés, etc. C'est pas des aphorismes, hein, c'est vraiment des fragments. Bon, et donc, à l'intérieur du texte, Blanchot réfléchit à ce que c'est que l'écriture par fragments, qu'il appelle donc l'écriture fragmentaire. Et voici donc ce qu'il écrit. L'écriture fragmentaire serait le risque même. Elle ne renvoie pas, bon, ça, on espère que ça va être expliqué, en quoi il y a un risque dans l'écriture fragmentaire. Elle ne renvoie pas à une théorie, elle ne donne pas lieu à une pratique qui serait définie par l'interruption. Alors, vous voyez déjà le genre de structure de cette phrase, hein, c'est ni théorie ni pratique. Donc on exclut les deux choses qui, normalement, quelque chose, a priori, on a envie de le catégoriser, c'est soit de la théorie, soit de la pratique. Non seulement c'est pas de la théorie, c'est pas de la pratique, mais ensuite, plus spécifiquement, ça n'est pas une pratique définie par l'interruption. Alors que, a priori, un fragment, ça commence, ça s'arrête, puis après il y a un autre fragment qui commence et qui s'arrête, donc on a envie de dire que c'est défini par l'interruption. Donc l'idée ici, c'est de creuser toutes les idées, j'allais dire préconçues, mais toutes les idées immédiates qu'on pourrait avoir sur un sujet, pour dire non, c'est pas ça. On efface la possibilité que ce soit ça. Donc ni théorie, ni pratique, et certes, c'est pas de l'interruption, bien que apparemment ce soit interrompu. Pourquoi c'est pas de l'interruption? Parce que interrompu, elle se poursuit. Donc vous voyez, là aussi, une formulation tout à fait paradoxale, c'est interrompu, mais ça se poursuit. Alors oui, bien sûr, parce que ça s'interrompt, le fragment, il y a un blanc, et ensuite il y a un autre fragment qui se construit, donc en général, il y a une sorte d'unité entre les fragments, enfin c'est un problème un petit peu compliqué, mais en tout cas, c'est pas une vraie interruption, comme par exemple à la fin d'un roman, la point finale d'un roman, etc. Ensuite, s'interrogeant, elle ne s'arroge pas la question, mais elle la suspend en non-réponse. Donc là aussi, vous voyez, je veux dire, s'interrogeant. Il y a une question, il y a une interrogation, mais en fait, ce n'est pas vraiment une interrogation parce qu'elle ne s'arroge pas la question, donc elle ne prend pas en charge complètement la question, mais elle suspend la question en non-réponse. Donc, je veux dire que là, il y a vraiment, on cumule en un petit nombre de phrases un ensemble de propositions totalement paradoxales qui est très déroutant. Hein. Si elle prétend n'avoir son temps que lorsque le tout, au moins idéalement, se serait accompli, c'est-à-dire que vous avez les fragments qui se succèdent, et puis vous avez la totalité du livre, hein, qui donc est un tout qu'on peut imaginer accompli, c'est donc que ce temps n'est jamais sûr, et alors là, à nouveau, absence de temps en un sens non privatif. Donc, vous voyez, absence, mais non privatif. Donc les deux choses dans la même phrase disent le contraire. Hein, mais il faut les deux choses antérieures à tout passé présent, comme postérieures à toute possibilité d'une présence à venir. Donc c'est avant le passé, mais c'est plus loin que le futur. On ne sait pas bien où c'est du coup. Hein. Donc là, si vous voulez, dans un texte comme celui-ci, on a en effet des difficultés d'interprétation, mais on voit bien qu'elles sont volontaires. On voit bien que le texte est construit pour fabriquer du paradoxe, pour, d'une certaine façon, creuser des trous dans les significations disponibles. C'est-à-dire qu'en disant c'est qu'il s'interrompt sans s'interrompre, on suppose qu'il y a un genre d'interruption que l'auteur veut nous faire sentir qu'avec le fragment, il y a un genre d'interruption qui n'est pas l'interruption au sens ordinaire du terme. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, vous voyez, on essaie d'aller au-delà des significations déjà constituées. On est obligé d'inventer des significations nouvelles avec ce genre de texte. Alors, soit vous partez du principe, mais là aussi, c'est partagé, hein, que c'est de la fumisterie intellectuelle, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire et que c'est quelqu'un qui s'amuse à
avec les mots pour... c'est du blabla, voilà, ça n'a aucun intérêt. Soit vous estimez que ça a un intérêt, que ça, justement, ça vous donne à penser, parce que ça vous oblige à renoncer à vos catégories habituelles. Hein. Mais là, on ne réconciliera pas les deux. Il y a des gens pour qui c'est sûr que ça ne les intéresse pas. Ouais. Alors, deuxième exemple d'un genre un peu similaire, mais quand même différent, parce que là, c'est plutôt Blanchot, plutôt du côté de la critique littéraire. Là, on est clairement du côté de la philosophie. Et là, en l'occurrence, de la philosophie, disons, la phénoménologie, bon. Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, là aussi, c'est un très très grand livre, posthume, hein, d'ailleurs, qui a été écrit après sa mort, qui a été reconstitué après sa mort. Et dans lequel, donc c'est un passage dans lequel il essaie d'expliquer un concept, le concept de chair, qui, dit-il, n'a de nom dans aucune philosophie. Donc c'est un philosophe qui invente un concept nouveau. Hein. Comment on fait pour inventer un concept nouveau? Comment on fait pour parler de quelque chose qu'on n'a jamais conçu dans son esprit? D'accord? C'est ça le problème ici. On comprend bien alors, donc là c'est un passage donc, qui explique la chair, hein, la notion de chair. Alors, c'est pas tout à fait lui qui l'invente, hein, parce qu'évidemment il poursuit le travail de Husserl, qui avait distingué Leib, Körper, enfin bref, c'est une théorie du corps, du rapport entre le corps et le monde. On va lire le passage sans chercher du tout à l'éclairer intégralement. Hein. On comprend alors pourquoi, à la fois, nous voyons les choses elles-mêmes en leur lieu, où elles sont, selon leur être qui est bien plus que leur être perçu, et à la fois, nous sommes éloignés d'elles de toute l'épaisseur du regard et du corps. Donc, c'est une philosophie de la perception. Hein. Comment on perçoit les choses du monde, comment on perçoit le monde. C'est que cette distance n'est pas le contraire de cette proximité. Elle est profondément accordée avec elle, elle en est synonyme. Donc, vous voyez, on est dans des procédés assez similaires à ceux qu'on a vus avec Blanchot, mais qui visent aussi donc, la construction d'un sens nouveau, mais avec, disons là, une visée explicative qui porte sur la nature humaine hein, et pas simplement sur les textes, etc. Donc il y a quelque chose qui est plus de l'ordre, je veux dire, en simplifiant un peu, de la description du monde, de ce qui se passe pour un être humain qui perçoit un objet. Alors que chez Blanchot, on peut dire encore que c'est un texte linguistique qui porte sur la théorie de la littérature, la théorie du langage, etc. Alors que là, on n'est pas dans la théorie du langage, la théorie de la littérature. On est dans ce qui se passe pour l'être percevant. C'est que l'épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle comme de sa corporéité à lui. Ce n'est pas un obstacle entre lui et elle, c'est leur moyen de communication. C'est pour la même raison que je suis au cœur du visible et que j'en suis loin. Cette raison est qu'il est épais, le visible hein, est épais, et par là, naturellement destiné à être vu par un corps. Alors là, les difficultés de compréhension sont, à mon avis, encore plus indiscutables que dans le texte précédent, parce que là, la compréhension de ce genre de texte suppose toute une culture philosophique qui je veux dire, de la allusion d'abord à la théorie de la perception telle qu'il l'a développée dans son premier grand livre, Merleau-Ponty, qui s'appelait La phénoménologie de la perception. Il y a l'allusion à la phénoménologie husserlienne. Il y a toute la critique qui n'est pas dite ici de la dualité sujet-objet, hein, c'est-à-dire que quand je perçois une chose, je suis un sujet totalement autonome, indépendant, et puis je perçois un objet qui est à l'extérieur. Donc il y a toute une tradition philosophique de cette époque, enfin tout un corpus philosophique de cette époque qui cherche à critiquer cette extériorité. Et là, vous voyez, il essaie de dessiner quelque chose où je vous le reformule, mais bon, ça sert presque à rien parce que ça n'a vraiment pas de sens indépendamment de toute une connaissance culturelle. C'est comme si donc la chair, cette épaisseur qui me permet d'accéder aux choses. Hein. Si je peux voir les choses, l'idée en gros de Merleau-Ponty, c'est que si je peux vraiment percevoir les choses là où elles sont, comme elles sont, hein, la chose même, comme disaient les phénoménologues, eh bien c'est parce que avec mon corps, en tant que j'ai un corps, je fais partie des choses. Et j'ai une sorte d'affinité avec les choses par mon corps.
qui n'est pas qu'une chose, bien sûr, mais il y a une dimension de mon corps qui est dans la... qui me fait communiquer avec cette chose et qui me fait l'apercevoir. Donc il y a ce peu importe, notre but n'est pas du tout d'expliquer la technologie de la perception de Merleau-Ponty, c'est juste de voir un peu comment sont faits des textes difficiles à comprendre et comment je fais pour finir par comprendre ce genre de texte. Ben, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Il faut se faire une culture philosophique et ça prend des années. Hein. Mais je veux dire, si par exemple aujourd'hui vous décidez de comprendre vraiment ce qui est dit dans ce texte, il vous faudra bien 1 an ou 2. Pas comme un texte technique où vous prenez un dictionnaire technique et vous comprenez, d'accord? Donc il y a un enjeu là, évidemment, qui est... Il y a 2 façons de percevoir cet enjeu. Hein. Pour certaines personnes, c'est un défi extrêmement passionnant, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, en effet. Hein. Comprendre ce genre de texte, c'est bien plus compliqué que de comprendre n'importe quel texte technique, puisque les textes techniques, ils ne posent pas de problème de textualité en eux-mêmes, hein. Ils posent des problèmes de connaissance simplement de la réalité désignée. C'est pas tellement un défi à l'intelligence, si vous voulez, le texte technique, c'est un défi à la connaissance de certains aspects du monde. Et là, c'est un défi à l'intelligence, c'est-à-dire un défi de qu'est-ce que vous êtes capable de comprendre, etc. Donc, soit vous le prenez comme ça, comme une espèce de défi de l'intelligence, et soit vous considérez que ça ne vous intéresse pas, hein, parce que c'est trop compliqué, il y a autre chose à faire, et donc préférez lire des textes qu'on comprend tout de suite. Bon. Très bien. C'est pas... Encore une fois, hein, je vous l'ai dit dès le début, la question de la compréhension, très souvent, c'est dire ce qu'on va décider de ne jamais comprendre dans sa vie. Hein. C'est vraiment ça, un des aspects principaux. À quoi vous renoncez dans le monde, qu'est-ce que vous allez renoncer à comprendre, et vous allez mourir sans jamais avoir compris des tas de choses. Et une des grandes décisions de votre vie qui se fait petit à petit, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je vais chercher à comprendre et qu'est-ce que je ne vais jamais chercher à comprendre. Bon. Et bien là, voilà, vous pouvez considérer que c'est pas très intéressant. Un truc sociologiquement assez curieux que beaucoup de professeurs d'université ont remarqué, c'est que ce genre de texte, et même des textes plus absents, etc., il faut remonter, je sais pas, aux années 80, les étudiants, quand on présentait ça, même dans des amphis de première, deuxième année, des textes de Lacan, des textes de Blanchot, des textes un peu compliqués de Merleau-Ponty, de phénoménologie, les étudiants étaient fascinés à cette époque-là. Même si c'était complètement bidon, les textes, le fait que ce soit énigmatique les fascinait. Et on remarque, alors c'est peut-être sans doute pas le cas pour tout le monde, mais qu'aujourd'hui, la position dominante des étudiants, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, bon, si on ne comprend pas assez vite, on a autre chose à faire. Je veux dire, ça ne nous intéresse pas. Et c'est vrai qu'il y a une évolution sur la façon de percevoir le sens qui s'est faite petit à petit. Et il y a une espèce d'exigence de transparence de la signification aujourd'hui qui, au contraire, était vue comme extrêmement vulgaire il y a 40 ans. Quoi. Bref. Je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier exemple. Bon, on a déjà parlé du poème de Baudelaire. Bon, pourquoi je le reprends? Parce que, bon, voilà, là, c'est relativement facile, j'allais dire. Hein. On peut poser de toutes sortes de façons le poème de Baudelaire, mais il y a quand même un noyau de sens sur lequel tous les commentateurs vont être d'accord. Vous voyez, Léon Timorouménos, on en a parlé, je suis la plaie, le couteau, le soufflet et la joue. Donc, évidemment, il y a toutes sortes d'images poétiques. Hein. Je te frapperai sans haine comme un boucher. Alors, je te frapperai, on comprend après que je suis la plaie et le couteau, c'est lui-même qui le frappe. Hein. Et vous voyez cette image, je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher. Donc là, il faut imaginer, autrefois, les bouchers, ils frappaient la viande pour l'écraser. Donc il y a quand même une image extrêmement frappante, enfin, mais qui ne pose pas de problème d'interprétation, comme Moïse le rocher, Moïse qui frappe le rocher, et je ferai de ta paupière, pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance, donc voilà, jaillir les eaux de la souffrance, les pleurs, etc. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne autour de la souffrance infligée à soi-même et qu'on tourne autour de cette notion-là. Mais, pour vous donner juste un exemple de choses qui peut être considérées comme un peu surprenantes, j'ai trouvé cet extrait d'Alain Vaillant, donc un universitaire tout à fait stable,
qui a écrit dans un numéro de la revue Études littéraires, donc une revue tout à fait universitaire, sérieuse, etc. Voilà ce qu'il écrit sur Léoton Timorouménos. Dans ces ultimes semaines qui précèdent la sortie des Fleurs du Mal, est-ce pour se moquer une dernière fois des bien-pensants que Baudelaire commet la pire de ses actes? Toujours est-il que dans l'artiste du 10 mai 1857, qui rend un hommage ému à deux disparitions du monde littéraire, Delphine de Girardin et Alfred de Musset, le poète parvient à placer un groupe de 3 poèmes sulfureux et scandaleux. Le premier, Léoton Timorouménos, soit l'homme qui se châtie lui-même, est une transformation de perturbation. À première vue, bon, une fois qu'on vous dit ça, vous relisez peut-être un peu différemment Mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs. Voilà. Bon, allez, mais cette interprétation-là, elle est peut-être possible, mais elle n'est pas évidente comme ça. Donc il y a bien quand même, je pense, si vous voulez, sur un poème comme celui-ci, une sorte de consensus, etc., assez net qu'on n'aura pas forcément sur d'autres types de textes, mais il reste des marges possibles pour l'interprétation. Alors, pour rester sur le texte poétique, voici un exemple un peu différent, où là, il est beaucoup plus difficile, avec Mallarmé, mais ça c'est connu, c'est vraiment l'exemple magistral, disons hermétique. Dieu, avec la simple ivresse de renaître, autre que l'histrion qui du geste évoquait comme plume la suie hier, j'ai troué dans le mur de toile une fenêtre. De ma jambe et des bras limpides de nageur traître, à bon multiplier, reniant le mauvais Hamlet, c'est comme si dans l'onde j'innovais 1000 sépulcres pour y vierge disparaître. Il a aurore de cymbales à des points irrités, tout à coup le soleil frappe la nudité qui pure s'exhala de ma fraîcheur de nacre, rance-nuit de la peau quand sur moi vous passiez, ne sachant pas, ingrat, que c'était tout mon sacre, ce phare noyé dans l'eau perfide des glaciers. Alors autant dans le poème de Baudelaire, vous pouviez assez facilement deviner, pourquoi il est question d'un bourreau de lui-même, avec le boucher, je te frapperai, et il pleure, etc. Bon, la souffrance, de la mélancolie et de... Là, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que certains d'entre vous, certaines connaissent déjà ce texte? Non, c'est un texte très connu de Mallarmé, mais disons qu'il fait plutôt partie des... De quoi ça parle? Est-ce qu'on peut même être capable de dire de quoi ça parle comme ça, quand on découvre le texte? C'est vraiment pas si évident. Donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus énigmatique. Ça. Une interprétation assez courante consiste à dire que c'est un texte un peu métapoétique. Ça parle de la poésie et ça parle du rapport entre l'artifice et l'idée j'ai troué dans le mur de toile une fenêtre, il y a une volonté d'aller vers quelque chose d'une ouverture par rapport à un monde dans lequel on est enfermé, et ensuite, donc, il y a cette deuxième strophe, de la jambe et des bras, limpide nageur traître, à bon multiplier, reniant le mauvais Hamlet, donc l'histrion, celui qui fait semblant de faire des choses, etc. Donc c'est comme si dans l'onde, sépulcre pour vierge disparaît. Donc c'est comme quelqu'un qui se lave de toute une imposture, vous voyez, le mauvais Hamlet, et qui sort ensuite de l'eau et qui est confronté au soleil. Il aurore de cymbales à des points irrités, tout à coup le soleil frappe l'humidité qui pue de ma fraîcheur de nacre. Donc on est dans une image, là, quelqu'un qui sort purifié, nu devant le soleil. Et la dernière strophe, « Rance-nuit de la peau quand sur moi vous passiez, ne sachant pas, ingrat, que c'était tout mon sacre, ce phare noyé dans l'eau perfide des glaciers. » En fait, une fois qu'on a relevé de la surface, c'était tout mon sacre. C'est-à-dire, une fois qu'on m'a enlevé le phare, il ne reste plus rien. Voilà, je fais une espèce de traduction approximative. Voici un commentaire sur un des passages, sur le passage « Il aurore de cymbales à des points irrités », un commentaire de Paul Bénichou qui indique sur un exemple pourquoi il y a une difficulté de compréhension. Le vers 9, métaphore de l'action du soleil, ne peut être compris alors que le soleil n'a pas encore été évoqué. Grammaticalement, ce vers, par le mot « or », est en effet une apposition anticipée au soleil du vers 10. Vous voyez, vous avez « hilar or de cymbales à des points irrités »,
Vous ne savez pas de quoi il parle à ce stade de la lecture. Hein. Tout à coup, le soleil. Donc ça, c'est là que vous comprenez que il arrore de cymbales à des points irrités, ça désigne le soleil. C'est une dénomination pour parler, enfin une désignation pour parler du soleil. D'accord ? Bon, donc vous lirez, si vous voulez, le détail du commentaire. Hein. On n'est pas obligé de s'y appesantir longuement. Simplement pour vous montrer que, en effet, il y a une condensation de matière métaphorique dans ces univers pour caractériser le soleil. Hein. Et on voit bien, on voit aussi le jeu sur les sonorités. Hein. Il arrore de cymbales. On voit le lien métaphorique entre la couleur de la cymbale, l'or, le soleil, mais le son aussi, hein, qui évoque là une espèce de synesthésie. Bon, bref, je vais pas faire de commentaires. Simplement, donc, encore, des problèmes herméneutiques, des problèmes de compréhension. Et là, vous avez beau avoir un vous comprendrez si vous n'avez pas participé à l'histoire des formes littéraires, vous êtes capable de voir à quoi il répond, à quel genre de poème qui se faisait avant lui, il répond. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il essaye de ne pas faire, justement, et en créant donc des formes littéraires différentes. Bon, vous avez, justement, là je vous citais Bénichou, mais il y a un texte amusant d'un certain Michel Gauthier qui s'appelle Mallarmé en clair, ou l'obscurité poétique vaincue mot par mot. Hein, vous voyez, c'est un peu amusant à lire. Quelqu'un, il essaye de traduire littéralement ce que veut dire Mallarmé. Comme s'il fallait traduire, hein, c'est vrai, je me souviens, il y a quelques années, j'avais écrit un article qui s'appelait les traductions françaises de Mallarmé. Comme s'il fallait le traduire en français. Alors, sur le texte poétique, voici une réflexion d'un bon connaisseur de la question, Christian Doumet, qui est l'auteur de cet ouvrage didactique, hein, qui est intéressant. Faut-il comprendre la poésie ? Voici ce qu'il écrit. Donc, faut-il comprendre la poésie ? Vous voyez, c'est-à-dire que la question là se pose de se dire, est-ce que la poésie se donne à comprendre au même sens que les phrases d'un autre texte. Bon. Les lectures critiques de la poésie, de quelque tradition qu'elle se réclame, se fixent comme objet d'élucider le poème, élucider le poème. En quoi elle ne procède pas autrement qu'avec la prose. Dans tous les cas, le texte est appréhendé comme une réserve de sens qu'il importe de libérer, de mettre en lumière, élucider et en ordre. Hein. Donc il y aura un sens caché qu'on va essayer d'éclairer. Il y a pourtant loin de nos pratiques de lecture prosaïque, donc un roman par exemple, hein, à celle que nous inspire le poème. Ici, une incertitude majeure quant au statut du sens nous interdit de prétendre tout bonnement à comprendre. C'est d'autre chose qu'il s'agit, en quoi réside d'ailleurs, nous le savons bien, la jouissance particulière de l'expérience poétique. Le livre part de ce constat pour prendre pleinement en compte la déroute initiale des mécanismes de compréhension. Donc, on l'a vu hein, avec Mallarmé, on l'a vu, et d'ailleurs c'est là où il y a un peu, je veux dire, c'est pas spécifique à la poésie en fait, hein, on l'a vu avec Lacan, avec Blanchot, il y a aussi une déroute des mécanismes de compréhension en dehors de la poésie. Bon, mais admettons, là on est sur le poème. Pour tenter de penser la part de sens irréductible au sens, la part de langue irréductible au sens, hein, voilà, ça c'est intéressant, cette notion d'une part de langue irréductible au sens, ça présuppose une certaine définition du sens. Pour s'attacher enfin à cette perte essentielle des repères sémantiques, linguistiques et référentiels, qui se nomme étrangeté. Un tel concept ne peut, dans son ampleur philosophique, esthétique, psychanalytique, que restituer le poème à la croisée des savoirs où une humanité plus éloignée des grandes cosmologies visibles puise les formes modernes de son étonnement. Donc, vous voyez ici, l'idée de Doumet, c'est de dire que soit les textes poétiques ne visent pas à être compris, soit s'ils visent à être compris, c'est compris dans un sens différent des textes non poétiques. Alors bon, le genre d'objection qu'on va avoir à cela, c'est que, on a vu des textes en prose qui posent aussi des problèmes de compréhension et qui ont une étrangeté, qui nous mènent vers des pertes de repères référentiels, sémantiques, etc. Puis inversement, vous avez des poèmes qui ne sont pas
qui ne sont pas de grands obstacles à la compréhension. Il y a des poèmes tout simples, hein, mais ça n'empêche pas du tout qu'ils soient très beaux. Mais voilà. Donc ça nous met le texte poétique qui confronte à l'égard du sens à un type de sens ou à un type de compréhension un peu différent de la compréhension, disons qu'on va dire purement rationnelle. Hein. Une compréhension, cette fois-ci, si vous vous souvenez, au premier cours, j'en avais un petit peu parlé, qui intègre une dimension émotionnelle, hein, évidemment. Une dimension émotionnelle, c'est-à-dire le texte lui-même va produire un effet émotionnel sur le lecteur. Alors, pour la question de la compréhension du texte, les problèmes de compréhension qu'on va rencontrer vont être liés, bon, on l'a vu éventuellement au contexte, à l'intertextualité, c'est-à-dire à la connaissance des textes qui sont en relation d'analogie ou de différence avec le texte considéré. On comprend aussi en fonction de la catégorie textuelle, c'est-à-dire qu'un texte, je sais pas moi, un mode d'emploi va susciter des modes de compréhension différents d'un texte poétique ou d'un texte philosophique. Bon, il y a la structuration interne du texte, hein, qui peut être plus ou moins complexe dans sa façon de structurer les phrases. Hein. Il y a toujours le problème des interprétations possibles, le problème linguistique qu'on avait déjà vu au niveau de la phrase, et puis il y a ce que Doumet appelle la part de langue irréductible au sens, donc toute cette dimension qu'on fait apparaître d'ailleurs quand on fait des commentaires littéraires, hein, à partir de textes poétiques. Ce qu'on attend de vous, c'est quand même de montrer comment est fait le texte poétique, hein, comment il est construit, comment il produit les effets qu'il a prévu de produire, pourquoi il choisit de produire tel type d'effet plutôt que tel autre dans une histoire esthétique, si vous voulez, des formes poétiques dans lesquelles il s'inscrit, etc., etc. Donc, cette prise en compte des textes nous amène à considérer que finalement, bon, là c'est quelque chose de très très connu, hein, les textes ne servent pas forcément seulement à argumenter, à décrire des situations, mais ils peuvent aussi servir à émouvoir, à troubler, à faire percevoir quelque chose. Donc, c'est là où il y a peut-être les deux sens mobilisés de comprendre, le sens, disons, rationnel et le sens un peu empathique, hein, de la compréhension. Mais il y a aussi autre chose qui est en jeu, que j'ai un tout petit peu suggéré à partir de certains des commentaires que j'ai fait des textes, c'est la notion d'innovation sémantique, hein, qui se passe lorsque on veut communiquer, on veut transmettre un sens nouveau. Oui. Par rapport à la question, quand vous dites que certains textes s'avèrent avoir autre chose qu'à transmettre un sens, est-ce qu'on va vraiment dire qu'il n'y a pas de sens, ou est-ce qu'on faut élargir la signification du mot sens? Oui, c'est ça. Hein, on va élargir. Là, j'ai simplement repris transmettre un sens pour faire allusion à cette notion de part de langue irréductible au sens. Hein. Le présupposé de Doumet qui dit que dans les textes poétiques, il y a une part de langue irréductible au sens, ça présuppose qu'il y a un sens, disons, ordinaire, un sens, purement rationnel, de compréhension immédiate des textes, des propos, etc. Hein. Donc il faut élargir, en effet, si on veut prendre en considération ces aspects qui apparaissent dans les textes, ces aspects du sens qui apparaissent dans les textes poétiques, à supposer, je veux dire, il y a deux solutions. Soit on considère que ça ne relève pas du sens, en effet, et que ça relève d'un autre problème, et si on s'occupe du sens dans une certaine définition, on ne s'y intéresse pas. Hein. Donc, encore une fois, les gens qui font de la sémantique formelle ne vont pas s'amuser à commenter des poèmes de Mallarmé. Hein. C'est pas du tout leur savoir technique va aller vers d'autres choses. Hein. Mais
donc on a là, il y a des bifurcations sur la notion de sens. Et on ne peut pas non plus s'en sortir complètement, juste avec l'opposition, sur laquelle je reviendrai bien sûr, du sémantique et du pragmatique. Parce que certes, il y a une dimension pragmatique dans la compréhension du texte poétique, si on part de l'idée que est pragmatique tout ce qui prend en charge le contexte à partir d'une proposition, etc. Mais on n'a rien dit quand on a dit ça, parce que, je veux dire, les énoncés typiques qu'utilise la pragmatique ne sont pas du tout des énoncés poétiques, ce sont des énoncés tout simples qui font apparaître des présupposés, des implications, des implicatures, des présuppositions, des choses comme ça. Je vous en donnerai quelques exemples, mais en tout cas pas du tout le texte poétique. Donc, à un moment donné, soit on se dit, encore une fois, moi la raison pour laquelle je suis amené à vous présenter les choses sous cet angle, c'est parce que je suis parti de la notion de compréhension. Donc, et je me dis qu'un texte poétique, on le comprend aussi d'une certaine façon. Donc, mais ça suppose effectivement de faire une différence entre ce que c'est que comprendre un texte poétique, ce que c'est que comprendre un texte philosophique, ce que c'est que comprendre une recette de cuisine. Enfin bon, voilà. Les mécanismes en jeu ne sont pas forcément les mêmes. Mais il y a dans tous les cas un phénomène de compréhension. Hein. Et c'est à partir de ça que je définis le sens, puisqu'on a dit que ce qu'on comprend, le sens c'est ce qu'on comprend quand on comprend et ce qu'on ne comprend pas quand on ne comprend pas, eh bien, ça m'amène à avoir cette conception très large du sens. Mais à un moment donné, quand on avance, si vous voulez, dans les descriptions techniques, on est obligé de séparer les choses. Et puis, de peut-être, soit on se spécialise sur tel ou tel aspect du sens, soit on se spécialise justement en linguistique théorique sur la question de ce qui fait l'unité ou l'hétérogénéité justement de ces différents aspects du sens. Mais c'est une question quand même, c'est une question théorique de savoir si j'utilise un seul concept de sens, même s'il y a une hétérogénéité, puisque c'est ce que j'essaie de vous montrer, moi, que le sens des textes, c'est pas la même chose. Mais vous voyez, même à l'intérieur du sens des textes, là, c'est ça qu'on est en train de discuter, à l'intérieur même du sens des textes, il y a des modes de compréhension différents. Mais bon, quand même, comment dire, il y a quand même des procédures qui sont globalement distinctes de ce qui était en jeu pour les phrases, les mots, etc. Oui, vous aviez... Non, je croyais que vous aviez une remarque aussi. Très bien. Bon, alors, on va maintenant passer à la prise en considération donc, de ce problème de l'innovation pratique, de la compréhension d'un sens. Donc, je vais essayer de vous montrer avec deux exemples, Merleau-Ponty et Ricard. Donc là, vous voyez, on est dans un passage un petit peu philosophique, mais bon, qui va être vraiment appliqué à la linguistique, au langage. Comment on fait pour comprendre un sens nouveau? Un auteur produit un texte dans lequel il veut communiquer un sens, une idée, quelque chose, appelez-le comme vous voulez, un concept, une notion, mais qui est entièrement nouvelle et qui n'est pas dans votre esprit de toute façon, parce que c'est né dans le sien d'esprit et il veut le transférer de son esprit au vôtre. Bon, c'est le problème dont on va voir que Ricoeur le nomme l'innovation sémantique et qui a été thématisé d'abord par Merleau-Ponty sous le nom de parole parlante et parole parlée. Donc il va faire une distinction entre, disons, la parole parlée, c'est-à-dire ordinaire, qui ne demande pas d'innovation particulière, et la parole parlante qui, elle, dit vraiment quelque chose au sens où elle dit quelque chose de neuf. Mais comme je vois qu'il est déjà midi, on va faire une pause et puis je vous expliquerai ça juste après. Voilà. Alors, donc je reprends sur la question de l'innovation sémantique. Voici donc une première description qui va viser, pour Merleau-Ponty, donc à décrire
ce qu'est la parole parlée, qui est un peu résumée ici en rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives et de celles-ci avec des signes par eux-mêmes insignifiants. Alors on va justifier, on va expliquer un peu ça. La prose du monde, d'ailleurs, c'est un texte également posthume, hein, comme le visible et l'invisible. Il est mort très jeune, Merleau-Ponty. Passons. La seule vertu, mais décisive, donc ça c'est la situation dans laquelle, la situation de la parole parlée, donc dans laquelle au fond on ne va rien comprendre de nouveau. La seule vertu, mais décisive de l'expression, est alors de remplacer les allusions confuses que chacune de nos pensées fait à toutes les autres par des actes de signification dont nous soyons vraiment responsables, parce que l'exacte portée nous en est connue, de récupérer pour nous la vie de notre pensée, et la valeur expressive de l'algorithme est tout entière suspendue au rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives et de celles-ci avec des signes par eux-mêmes insignifiants où la pensée ne trouve que ce qu'elle y a mis. Alors, ici, dans cette idée d'une signification dérivée, vous voyez, vers la fin du texte, là, le rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives, vous pouvez parfaitement comprendre ça dans les termes de la compositionnalité. Vous avez des signes qui, au départ, ont des sens bien établis, connus, hein, et en fait, on les combine ensemble et ça donne une signification parfaitement maîtrisée. La pensée ne trouve que ce qu'elle y a mis. Bon, donc, on a ici un mode de communication de la pensée. Hein. Il faut s'imaginer, on va le voir dans un instant plus en détail, mais une situation dans laquelle quelqu'un a une pensée dans son esprit et veut la transmettre à quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, dans le cas de la parole parlée, il n'y a pas d'équivoque, il y a une sorte de transmission d'informations sans perte, en quelque sorte. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il manque? Hein? Il n'y a pas de vertu de la parole, aucun pouvoir caché en elle. Elle est pur signe pour une pure signification. Celui qui parle chiffre sa pensée, chiffre au sens de coder. Hein. Celui qui parle chiffre sa pensée. Il la remplace par un arrangement sonore ou visible qui n'est rien que son dans l'air ou patte de mouche sur un papier. La pensée se sait et se suffit, elle se notifie au dehors par un message qui ne la porte pas et qui la désigne seulement sans équivoque à une autre pensée qui est capable de lire le message parce qu'elle attache, par l'effet de l'usage des conventions humaines ou d'une institution divine, la même signification au même signe. En tout cas, nous ne trouvons jamais dans les paroles des autres que ce que nous y mettons nous-mêmes. La communication est une apparence, elle ne nous apprend rien de vraiment neuf. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'avoir une perspective un peu critique sur une vision très spontanée de ce que ça peut être que la communication linguistique. Qu'est-ce que Merleau-Ponty nous explique ici? Que, au fond, comment on peut modéliser simplement la situation dans laquelle quelqu'un transmet une pensée à quelqu'un d'autre? La personne qui veut transmettre la pensée a une pensée dans son esprit. Hein. On reste volontairement, on dit une pensée, on reste un peu vague là, mais on va dire que cette pensée, elle va pouvoir être techniquement traduite par une signification matérialisée dans les mots, des phrases, etc. Mais bon, peu importe. Une pensée. Comment il fait pour la transmettre? Il est obligé d'utiliser le langage commun. D'accord? Donc, pour transmettre sa pensée, il la code dans un langage commun. Ok? La pensée va être mise en signes, hein, d'une certaine façon. Et ces signes vont être transmis à l'interlocuteur. D'accord? Mais comment fait l'interlocuteur pour comprendre les signes qu'il a reçus? Ben, il ne peut les comprendre, les signes, que s'il les connaît déjà. S'il ne connaît pas le lien entre les signes et la signification, ben, il ne peut pas comprendre le message qui est transmis. Donc dans ce modèle, la compréhension du message présuppose que ce que vous dites, la personne ne peut le comprendre que si elle le sait déjà, en fait. Alors, il faut être clair là-dessus. C'est pas qu'elle le sait déjà dans un sens informationnel. Oui? Oui, voilà. Oui, dites.
D'accord. Alors là, c'est dans une situation, si vous voulez, de compréhension incomplète liée au fait qu'on n'a pas une connaissance suffisante du code, hein, et qu'il faut compenser par d'autres moyens, contextuels éventuellement, et puis on devine, on bouche les trous en devinant un peu ce qui va. Voilà. Mais ce que vise Merleau-Ponty, c'est en fait autre chose, hein. Ça présuppose un partage du code. Donc on n'est pas du tout dans la situation de la compréhension d'une langue étrangère. On est beaucoup plus dans la situation de Merleau-Ponty lui-même, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, qui explique le concept de chair à quelqu'un qui ne le connaît pas. Comment on fait? Donc le problème, c'est que donc, dans cette parole parlée qui ne nous apprend rien, mais qui ne fait que réveiller en quelque sorte des pensées que la personne a déjà, c'est que si, encore une fois, donc, si l'interlocuteur n'est pas capable de décoder les signes qu'on lui envoie, il ne comprend pas, de toute façon, bon, donc ça ne passe pas. Donc lorsque la pensée a été transmise effectivement à quelqu'un, ça veut dire que la personne elle a su associer. Alors parce que, attention, on parle là d'un codage, je ne sais plus si j'ai une diapositive après qui le précise, arbitraire, hein, c'est-à-dire c'est vraiment un codage. Je code arbitrairement une idée avec un certain signe. Hein. Et puis de l'autre côté, le décodage, si c'est arbitraire le lien, forcément il faut que je connaisse la relation entre le signe et la signification pour pouvoir comprendre ce qui m'a été dit. Donc, dans ce cas-là, en effet, si on le présente sous cette forme-là, on a l'impression que ce que nous dit la personne, que parler à quelqu'un, c'est pas lui parler en fait. Quand vous parlez à quelqu'un dans ce sens de la parole parlée, vous ne faites que réveiller dans l'esprit de votre interlocuteur des choses qu'il a déjà dans son esprit. Mais juste, vous lui dites, pointe ton esprit sur telle chose qui est déjà dans ton esprit. Bon, c'est ce qui se passe dans, par exemple, pour reprendre des exemples simples, les échanges informationnels. Vous apprenez qu'il y a eu un accident avec des morts sur l'autoroute, je ne sais quoi. Bon. Vous lisez ça dans le journal. Le journal, je vous donne la parole dans un instant, le journal vous apprend quelque chose, si on veut, dans un certain sens que vous ne saviez pas, mais ça ne vous apprend pas une signification nouvelle. Vous voyez, c'est ça qui est en jeu là. C'est la différence entre une signification neuve et une information nouvelle. Une information nouvelle, ce n'est pas une signification nouvelle. Hein. Pourquoi je dis, Merleau-Ponty dit, on a déjà les choses dans notre esprit. Parce que même si c'est une information, en effet, d'apprendre qu'un accident a eu lieu à tel endroit, qu'un attentat a eu lieu à un autre endroit du monde, eh bien, vous savez que les voitures peuvent avoir des accidents, vous savez qu'il y a des attentats dans certains endroits du monde, etc. etc. Donc, c'est juste qu'on vous dit, ça qui est dans votre esprit, qui est latent, ça a eu lieu à tel endroit, etc. Mais ce n'est pas une signification nouvelle. C'est juste, on vous pointez votre esprit sur une information. Alors, il y avait deux remarques, monsieur. Donc, vous dites que si je comprends bien, donc c'est comme le sous-entendu. Comme le sous-entendu. C'est-à-dire c'est des informations implicites que le locuteur veut passer et que le destinataire donc, essaie également de deviner ça en fonction du contexte. Alors là, dans le cas de la parole parlée, il peut y avoir en effet des sous-entendus, mais ils sont faciles à résoudre. Là où ça va être plus compliqué au niveau des sous-entendus, c'est en effet dans la parole parlante, où là, il va y avoir une partie de reconstruction de la signification par l'interlocuteur qui est plus importante. Hein. Oui ? Par rapport à un texte que on ne va pas pouvoir comprendre vraiment, là c'est que les informations par exemple sur l'accident, on apprend qu'il y a eu un accident, mais oui. On a les connaissances nécessaires pour apprécier les métiers, c'est-à-dire pour connaître oui. Alors que si c'était un texte technique, je ne sais pas, par exemple sur la au élève, on peut peut-être comprendre de quoi ça parle, mais on ne pourrait pas apprécier l'importance. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout, ce qui est visé, c'est surtout les textes du genre de ceux qui posent des problèmes herméneutiques, là en l'occurrence, hein, par Merleau-Ponty. Pas tellement le terme texte technique. Certes, ça va faire une différence, mais ce que
Merleau-Ponty vise ici, c'est la situation dans laquelle on invente une signification nouvelle qu'on veut transmettre. Comment on fait? Parce que dans l'usage ordinaire du langage, on ne transmet rien de nouveau. On ne transmet pas une information nouvelle. Voilà une autre citation qui réexplique la même chose d'une façon un peu différente. Après tout, je comprends ce qu'on me dit parce que je sais par avance le sens des mots qu'on m'adresse. Et enfin, je ne comprends que ce que je savais déjà. Je ne me pose d'autres problèmes que ceux que je veux résoudre. Deux sujets pensants, fermés sur leur signification, entre eux des messages qui circulent, mais qui ne portent rien, et sont seulement occasion pour chacun de faire attention à ce qu'il savait déjà. Vous voyez, je vous ai formulé ça d'une manière, disons, improvisée il y a un instant. Finalement, quand l'un parle et que l'autre écoute, il y a des pensées qui se reproduisent l'une l'autre, mais à leur insu et sans jamais s'affronter. Oui, comme le dit Paulan, cette théorie commune du langage aurait pour conséquence que tout se passa à la fin entre eux comme s'il n'y avait pas eu langage. Pourquoi dit-il comme s'il n'y avait pas eu langage? Parce que, au fond, le codage, il est totalement indifférent dans l'histoire. Ce qu'on veut, c'est coder, décoder. Une fois que c'est décodé, la façon dont ça a été codé, on s'en moque complètement. Or, c'est là où joue le langage. Hein. C'est donc là où il y a quelque chose qui éventuellement peut se passer. Alors, vous allez me dire, cette parole parlée, certes, c'est quelque chose qui ne nous apprend rien, mais c'est l'ordinaire de notre parole, hein, en général. Hein. Parce que quand on parle à ses amis, à sa famille, la plupart du temps, on est dans cette situation-là. Hein. Deux sujets pensants fermés sur leur signification, entre eux des messages qui circulent. En général, on parle uniquement de choses qu'on sait déjà à des gens qui savent la même chose que nous. Et on sort très rarement de ce genre de situation. On en sort quand on lit un texte qu'on ne comprend pas du tout. Alors là, oui, on est confronté à quelque chose où là, ça ne fonctionne plus, ce modèle. Hein. Et c'est ça que vise à expliquer Merleau-Ponty. Oui. Ouais, c'est une très bonne remarque. On peut se poser la question. Merleau-Ponty le thématise pas explicitement, mais selon l'état de vos connaissances, etc., ça pouvait être effectivement, avec un texte donné, certaines personnes vont être en situation de parole parlée et d'autres en situation de parole parlante. Par exemple, si vous maîtrisez parfaitement la philosophie de Merleau-Ponty, à la limite, quand vous lisez le texte de Merleau-Ponty, que vous avez compris le concept de chair, que vous avez déjà assimilé toute cette conceptualisation, le texte devient pour vous un texte de parole parlée. Vous le maîtrisez parfaitement. Alors que pour celui qui n'a pas toute cette culture, ça va être de la parole parlante, parce que là, il ne comprend absolument rien à la première lecture. Vous voyez, donc, en effet, le texte joue, propriété du texte, mais aussi le locuteur, hein, la personne qui lit, qui reçoit. Il y avait quelqu'un d'autre qui... Oui. Voilà. Alors, on a l'impression qu'elle ne sert à rien. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais c'est ce que je voulais signaler. En fait, si, elle sert quand même à quelque chose, elle sert à créer de la communauté, en fait. Parce que maintenant, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs sur Internet, les bulles informationnelles, etc. Hein, d'une certaine façon, c'est un peu la même chose. Dans la vie humaine, on a besoin d'être dans des groupes. Hein. Et les groupes, ils se caractérisent aussi par de la parole parlée, par des façons de parler qui sont communes à un groupe et qui sont à la limite parfois pas comprises du tout par un autre groupe. Et ça sert beaucoup à ça, hein, à la socialité, à la socialisation. On ne peut pas être tout le temps dans des situations de parole inventive. Et puis d'ailleurs, on a la plupart du temps, il faut une certaine audace intellectuelle en quelque sorte pour sortir de la parole parlée. Hein. Il faut avoir envie de se mettre en difficulté du point de vue de la pensée, ce qui n'est pas du tout quelque chose de courant. Hein. La plupart du temps, les gens ils ont plutôt envie d'être rassurés par des choses qu'ils connaissent déjà. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, on va lire des romans policiers qui sont tous un peu les mêmes, avec des petites variations, mais on aime bien ça, mais on reste dans cet univers-là. On ne va pas découvrir un type de polar complètement différent. Je sais pas. Oui. Là, vous dites que on sait déjà les codes, donc en fait on sait déjà ce qu'on veut nous dire, mais on ne sait pas les relations entre le code qu'on utilise. Par exemple,
Non, mais ce qui est connu à l'avance, c'est ce à quoi réfère le mot bleu. Et, si vous transmettez à quelqu'un la phrase, enfin, l'idée, si vous voulez, voilà, prenons l'exemple que vous donnez, je disais, on imagine une situation dans laquelle quelqu'un veut transmettre une pensée à quelqu'un d'autre. Vous voulez transmettre à quelqu'un la pensée que votre stylo est rouge. Bon, vous dites, mon stylo est rouge. La personne, elle reçoit cette information, il ne voit pas votre stylo, ou alors il a en apparence une couleur qui n'est pas rouge, mais en fait il écrit rouge. Oui, ça lui donne une information, mais ça n'est pas une signification nouvelle, au sens où il a déjà le concept de stylo, il a le concept de couleur, il sait que les stylos peuvent être de différentes couleurs, il sait même qu'un stylo rouge, c'est pas un stylo, quand on parle d'un stylo rouge, c'est pas qu'il est extérieurement rouge, c'est qu'il écrit avec la couleur rouge, hein, ce qui est une façon d'interpréter la couleur, là en l'occurrence. Bref, tout ça c'est un savoir déjà acquis, et au fond, ce que vous transmettez à ce moment-là, c'est effectivement une information nouvelle, mais pas une signification nouvelle. Donc il y a grosso modo deux caractéristiques de la parole parlée. Le caractère arbitraire des signes qui sont par eux-mêmes insignifiants, et puis le caractère combinatoire des significations, le fait qu'on combine des sens qu'on sait déjà, et puis comme ça on reste dans du sens déjà constitué, déjà maîtrisé. Mais on sait bien que, à la fois dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la littérature, etc., ce qui se passe, c'est autre chose. Il y a bien, à certains moments, des auteurs qui produisent du sens nouveau. Alors, comment cela se passe-t-il? Alors, là, Merleau-Ponty donne, on va avoir tout à l'heure un exemple peut-être plus convaincant avec Ricoeur, mais voici un exemple que donne Merleau-Ponty à partir de Stendhal. Donc Stendhal, vu là, si vous voulez, du point de vue du lecteur, qu'est-ce que c'est, comment le lecteur fait pour comprendre le sens nouveau. Alors, c'est un personnage, ça fait allusion à un personnage de Stendhal, le fiscal Rassi, qui est un personnage extrêmement négatif, etc. Bon. Le livre ne m'intéresserait pas tant s'il ne me parlait que de ce que je sais déjà. De tout ce que j'apportais, il s'est servi pour m'attirer au-delà. Donc de tout ce que je portais, c'est-à-dire de toute ma connaissance de la langue. À la faveur de ces signes, dont l'auteur et moi sommes convenus, là c'est une façon de dire qu'on partage la même langue, nous parlons la même langue donc, il m'a fait croire justement que nous étions sur le terrain commun des significations acquises et disponibles. Il s'est installé dans mon monde. Puis, insensiblement, il a détourné les signes de leur sens ordinaire et il m'entraîne comme un tourbillon vers cet autre sens que je vais rejoindre. Je sais, avant de lire Stendhal, ce que c'est qu'un coquin, donc un coquin ou une crapule, et je peux donc comprendre ce qu'il veut dire quand il écrit que le fiscal Rassi est un coquin. Mais quand le fiscal Rassi commence à vivre, ce n'est plus lui qui est un coquin, c'est le coquin qui est un fiscal Rassi. Donc qu'est-ce qui est dit ici, pour le reformuler un petit peu différemment, c'est que quand on prend un personnage de roman, pour les personnages marquants de roman, là c'est le fiscal Rassi, mais on pourrait prendre Madame Bovary, on pourrait prendre n'importe quel personnage très marquant, le type auquel il appartient, la catégorie à laquelle il appartient. Normalement, si vous voulez, vous avez la catégorie, par exemple là en l'occurrence des crapules ou des coquins, comme il dit, où il y a le fiscal Rassi. Vous allez avoir, je ne sais pas moi, la catégorie des femmes rêveuses qui ne sont pas tout à fait satisfaites de leur vie, où vous allez mettre Madame Bovary. Bon. Mais en réalité, ce que crée le romancier à partir donc du langage commun, c'est un genre de déplacement pour arriver à fabriquer un personnage qui va devenir lui-même le type. Et c'est comme ça que le bovarisme va par exemple va exister comme catégorie. À ce moment-là, c'est, comme le dit ici Merleau-Ponty pour le rapport entre la catégorie du coquin et le personnage du fiscal Rassi, c'est le personnage du romancier qui va devenir le symbole en quelque sorte de la catégorie, qui va nous enrichir nos catégories. Alors, évidemment, la chose est formulée d'une manière très à
approximative. Il s'est installé dans mon monde insensiblement, il a détourné les signes de leur sens ordinaire et il m'entraîne comme un tourbillon vers cet autre sens. Évidemment, ce n'est pas très satisfaisant pour des linguistes ce genre de description. Mais ce qu'on voit bien ici, c'est comme idée, c'est pour cette raison que je commente cette citation, c'est que ce qui va être en jeu là, c'est l'émergence d'une nouvelle catégorie, d'une nouvelle catégorisation. Alors, donc voilà. Il y a quand même une façon un peu métaphorique et allusive de présenter les choses, mais globalement, il y a l'idée que ce sens nouveau, cette innovation sémantique, cette parole parlante, elle arrive comme ça obliquement. Ce n'est pas un décodage direct. Bon, alors voyons maintenant comment Ricoeur présente la chose. Alors il la présente, d'abord une remarque préalable, c'est que c'est vraiment lié, les idées d'innovation sémantique, parole parlante, parole parlée, mais il se trouve que Ricoeur ne cite pas Merleau-Ponty quand il développe ça. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé à des collègues philosophes qui ne savaient pas trop non plus, mais bon, il y a peut-être une raison, peu importe. Donc il y a deux livres dans lesquels vraiment cette innovation sémantique est au cœur de la réflexion. C'est La métaphore vive et Temps et récit. Et voici ce qu'il dit pour unifier les deux notions. Bien que la métaphore relève traditionnellement de la théorie des tropes, et le récit de la théorie des genres littéraires, les effets de sens produits par l'une et par l'autre relèvent du même phénomène général d'innovation sémantique. Dans les deux cas, celle-ci ne se produit qu'au niveau du discours. Donc, pour la métaphore, vous voyez, c'est une façon de déplacer justement. Vous voyez, avec une métaphore, on va fabriquer une prédication, enfin je veux dire un lien entre des mots qui est inhabituel, qui est surprenant, qui va donc produire un sens nouveau. Et puis pour le récit, bon, c'est l'intrigue. Alors voici comment les choses sont présentées par Ricoeur. Avec la métaphore, l'innovation consiste dans la production d'une nouvelle pertinence sémantique par le moyen d'une attribution impertinente. Alors, ce qu'il appelle attribution impertinente, c'est quand vous dites, je ne sais pas moi, mon banquier est un requin, pour dire, bon là, c'est pas un très bon exemple parce que c'est une métaphore morte, mais, je sais pas, la nature est un temple, ou de vivants piliers, etc. Baudelaire à nouveau, la nature est un temple. Bon, bah non, un temple, c'est un temple, la nature, c'est pas un temple. Bon, mais on fait comme si, donc il y a une attribution impertinente, au sens où on asserte quelque chose qui est faux, littéralement. La nature n'est pas un temple. Achille est un lion pour dire Achille est courageux. Non, Achille est un humain, c'est pas un lion, mais bon, c'est une attribution impertinente. La métaphore reste vive aussi longtemps que nous percevons à travers la nouvelle pertinence sémantique et en quelque sorte dans son épaisseur, la résistance des mots dans leur emploi usuel et donc aussi leur incompatibilité au niveau d'une interprétation littérale de la phrase. Le déplacement de sens que les mots subissent dans l'énoncé métaphorique, et à quoi la rhétorique ancienne réduisait la métaphore, n'est pas le tout de la métaphore, il est seulement un moyen au service du procès qui se situe au niveau de la phrase entière et a pour fonction de sauver la nouvelle pertinence de la prédication bizarre menacée par l'incongruité littérale de l'attribution. Bon, la deuxième partie, au fond, n'est pas indispensable là pour comprendre ce que je veux vous dire ici. L'exemple de la métaphore me semble là assez facile à comprendre pour voir en quel sens que c'est un moyen de produire de l'innovation sémantique, parce que ça oblige à des combinaisons de sens. Donc certes, on part d'éléments connus, de mots connus, etc. Donc, si je me réfère à la façon dont j'ai décrit comment fonctionnait la parole parlée. Mais en fait, dans la parole parlée, certes, il y a les mots qui sont connus, mais il y a aussi les liens entre les mots qui sont connus. Je veux dire que si vous connaissez le mot, je sais pas, table, ordinateur, vous comprenez, l'ordinateur est sur la table. Mais si je vous dis la table est sur l'ordinateur, tout d'un coup, c'est bizarre. Donc il y a quand même non seulement les mots, mais les liens entre les mots qui sont prévus. D'accord ? Donc quand on a une métaphore, on a un lien entre des mots qui est nouveau, qui est imprévu, qui est bizarre, ça ne veut rien dire. Sauf si on l'interprète, pas littéralement, mais qu'on l'interprète métaphoriquement. Et c'est là une ouverture possible vers un sens nouveau. Oui ? Quand on a compris la métaphore,
Eh bien, quand dans l'exemple de la nature est un temple, c'est la nature du coup qui va être transfigurée, okay, que vous allez percevoir différemment. Hein. Oui, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, la différence entre dire Achille est un lion et Achille est courageux, bon, bien que là, ce ne soit pas une métaphore vive, hein, parce qu'il y a des métaphores comme ça qui sont complètement éculées, qui sont pas les métaphores vives au sens de Ricoeur. Pour qu'il y ait une innovation sémantique, il faut une métaphore un peu neuve, nouvelle, hein, c'est pour ça que je parle de métaphore vive. Bon, mais prenons cet exemple, quand vous dites Achille est un lion, le but c'est de parler d'Achille et de qualifier d'une certaine façon son courage, hein, en disant quelque chose de plus vague peut-être que de dire qu'il est courageux, mais en même temps de plus précis, parce que c'est le courage d'un lion. Hein. Donc, alors, dans le cas du récit, ce qui est nouveau pour Ricoeur, ce qui va provoquer une innovation sémantique, bon, mais ça c'est peut-être plus discutable, c'est le fait que dans une nouvelle intrigue, ben, les faits racontés vont être agencés d'une façon différente, spécifique. Avec le récit, l'innovation sémantique consiste dans l'invention d'une intrigue qui, elle aussi, est une œuvre de synthèse. Donc de synthèse, comme dans la métaphore, il y a une synthèse entre les deux éléments. Par la vertu de l'intrigue, des buts, des causes, des hasards sont rassemblés sous l'unité temporelle d'une action totale et complète. C'est la synthèse de l'hétérogène qui rapproche le récit de la métaphore. Dans les deux cas, du nouveau, du non encore dit, de l'inédit, surgit dans le langage. Ici, la métaphore vive, c'est-à-dire une nouvelle congruence dans la prédication. Là, une intrigue feinte, c'est-à-dire une nouvelle congruence dans l'agencement des incidents. Bon, alors, je ne prétends pas régler le problème là avec ces quelques citations. C'est une question de toute façon qui reste assez ouverte et intéressante de savoir comment on produit un sens nouveau. Hein. Et ça peut s'étudier chez toutes sortes d'auteurs avec des procédés éventuellement différents, dont certains procédés, comme on l'a vu tout à l'heure, qui creusent, hein, c'est-à-dire qui disent ce n'est pas ci, ce n'est pas cela. Par exemple, dans l'extrait sur la chair de Merleau-Ponty, c'était la chair n'est pas ceci, n'est pas cela. Voilà. Donc, je conclus sur la compréhension du texte. Donc, finalement, on peut distinguer trois grands sens, trois grandes configurations de ce que signifie comprendre pour un texte. Au sens de la parole parlée, c'est juste décoder à ce moment-là. C'est-à-dire que, je sais pas, une recette de cuisine, une instruction de montage, la météo, voilà, vous lisez la météo, vous lisez la plupart du temps les informations dans un journal ou sur une application qui vous donne des nouvelles. Bon, là, c'est de la parole parlée, vous décodez un texte, vous êtes juste dans le décodage. Ensuite, il y a l'idée d'une perception un peu plus globale, qui inclut des aspects émotionnels ou esthétiques. Hein. Par exemple, dans la question de la poésie, avec un flou éventuel sur la signification exacte de ce qui est dit. Sachant que le texte vise surtout à produire un certain effet, hein, texte poétique. Et puis enfin, il y a le troisième cas de figure qu'on a vu tout à l'heure, où vraiment, là, on comprend quelque chose de nouveau. Donc vous voyez que donc quelque chose qu'on n'avait pas compris auparavant, et au fond, dans ce cas-là, on est peut-être dans ce qui est le cœur de la compréhension. Hein. Parce que si on veut prendre la notion de compréhension dans son sens, si vous voulez, le plus radical, hein, le plus... le plus intéressant, peut-être, c'est quand même la compréhension de ce qu'on n'a jamais compris auparavant. D'accord ? C'est la compréhension, comme je vous l'avais déjà dit, qui surmonte un moment d'incompréhension. C'est-à-dire, d'abord, je ne comprends pas, et ensuite, par différents moyens, je finis par comprendre. Alors, ça peut être plus ou moins rapide. Hein. Parfois, comme vous le disiez, monsieur, tout à l'heure, il y a de l'implicite.
par exemple, dans les blagues, tout ça, il y a toujours un petit peu de flottement où il y a un trou dans la signification qui doit être comblé par l'interlocuteur et qui d'ailleurs est ce qui provoque l'effet comique. Mais il y a toutes sortes de degrés qui entravent la compréhension et qui peuvent être surmontés par différents moyens. Donc, comprendre dans un sens, à mon avis, vraiment le cœur, le noyau de la compréhension, c'est vraiment la compréhension de ce qu'on n'avait jamais compris auparavant. Autrement dit, on pourrait le formuler comme ça, on ne comprend que l'incompréhensible. C'est-à-dire, il faut que quelque chose ait d'abord été perçu comme incompréhensible, donc se heurter à de la non-compréhension, pour qu'ensuite je le comprenne. Et là, j'ai vraiment compris dans un sens fort, dans un sens plein quelque chose. C'est-à-dire, je n'ai pas juste décodé. Donc, voilà, on ne comprend que l'incompréhensible. Alors, on se sert on a besoin de la parole parlée, mais on a besoin d'aller au-delà de la parole parlée. Mais on en a besoin, bien sûr. Ah, alors, pas forcément, non, justement. Parce que cette nouvelle compréhension, bien sûr, elle a une dimension herméneutique, d'interprétation, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Et évidemment que l'interprétation, elle dépasse parfois totalement ce qu'avait, disons, plus ou moins prévu l'auteur. Prévu, ça, vous savez bien, les auteurs... mais là aussi, ça dépend des textes. Si on est dans le texte littéraire, dans le texte philosophique, c'est différent. Dans certains textes philosophiques ou des essais, l'auteur peut avoir une idée très précise qu'il veut transmettre et peut ne pas être compris, être mal interprété. Dans le cas des textes littéraires, c'est différent, parce que il y a quand même une espèce de spontanéité dans l'écriture. L'écrivain cherche quelque chose qu'il ne maîtrise pas vraiment, mais il va quelque part, et puis à la fin, ça produit un texte, et lui-même peut être surpris par ce qu'il a écrit, ce n'est pas forcément anticipé. Mais dans certains textes, disons, où la dimension intellectuelle, la dimension de transmettre un contenu est dominante, on va plutôt sachant que dans les textes philosophiques, disons, riches, les grands de la tradition, tout ça, on a une multiplicité d'interprétations possibles. D'ailleurs, ce que dit dans cette dernière citation sur ce sujet François Rastier, qui est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la question du texte, justement, et qui fait partie de ces gens qui estiment que, bon, il ne faut pas faire de la sémantique à partir des phrases, parce que ce qui compte, c'est le texte. Voici ce qu'il dit au sujet, donc dans un texte intéressant qui est en ligne, que vous pouvez lire, Sémiotique et sciences de la culture, en disant que le sens du texte est immanent, non au texte, mais à la pratique d'interprétation, donc qui est vraiment le sens du texte, il est lié à une pratique interprétative, c'est une pratique. Nous reconnaissons que chaque lecture, savante ou non, trace un parcours interprétatif. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Un parcours interprétatif qui correspond à l'horizon du lecteur. Donc, si on commence à dire, bah oui, mais chacun interprète comme il veut, là, c'est le risque. Si je m'arrête là dans le texte, évidemment, c'est pas ce qu'il va dire, mais quel va être le rôle du linguiste là ? Qu'est-ce que fait le linguiste ? C'est ça qui va être intéressant. La sémantique des textes propose une description des parcours interprétatifs. Le sens actuel du texte n'est qu'une des actualisations possibles. Le sens complet serait constitué de l'ensemble des actualisations, en d'autres termes, l'ensemble des horizons possibles. Comme la notion même de sens complet reste illusoire, une description linguistique ne propose pas une lecture scientifique qui se substituerait aux autres, mais une identification des contraintes linguistiques sur les parcours interprétatifs. Donc vous voyez que ce qui fait le linguiste, c'est que bien sûr, il y a plusieurs parcours interprétatifs possibles, il y a plusieurs interprétations possibles, mais ce que peut faire le linguiste, c'est prévoir et disons, identifier les contraintes linguistiques sur les parcours interprétatifs. C'est-à-dire, c'est surtout pour, disons, ça va surtout permettre peut-être d'éviter des contresens et de dire qu'il y a une contrainte qui empêche telle interprétation.
Mais il y a aussi cette idée, alors qui n'est pas valable pour tous les textes, hein, mais qui est valable pour certains types de textes, qu'il y a toujours des interprétations possibles. Ben, ça, évidemment, ça marche pour Mallarmé, ça marche pour Merleau-Ponty, ça marche pour Ricoeur, mais ça ne marche pas pour un bulletin météorologique ou un article du Figaro, de Libé ou du Monde, hein, où il n'y a pas 36 000 interprétations possibles. Le journaliste, il a écrit un truc sur un sujet, bon, il a dit ce qu'il avait à dire, mais il n'y a pas des interprétations multiples à avoir. Donc tous les textes ne se prêtent pas comme ça à des interprétations diverses. D'ailleurs, il y a un indice intéressant, bon, une parenthèse en 2 secondes, hein, c'est la traduction. Parce qu'en général, quand il y a plusieurs interprétations, il y a aussi plusieurs traductions. Et les traductions sont des indices très intéressants pour se rendre compte de la richesse herméneutique du texte. Hein. On peut mesurer comme la richesse interprétative d'un texte avec les possibilités de traduction. J'aurais dû prendre d'ailleurs un exemple assez célèbre qui est le poème d'Edgar Poe, The Raven, hein, le corbeau, qui a été traduit par Baudelaire, par Mallarmé, par toutes sortes de gens. Et il y a plein, je ne sais plus combien il y en a, mais il y a plein de traductions qui ont toutes des propriétés différentes et ça fait apparaître évidemment toute la richesse interprétative du texte. Le sens d'un texte n'est clôturable que par l'arrêt de ses lectures, qui appartiennent alors au passé. Il quitte ainsi la tradition et la vie, et cette clôture témoigne plutôt d'une fermeture que d'une plénitude, car un livre fermé n'a plus de sens. En revanche, les textes qui sont relus gardent un sens ouvert. Hein, voyez, donc là, il fait quand même bien la différence entre des textes, voilà, où il n'y a plus rien à dire à un moment donné, bon, je sais pas moi, la paralittérature, les textes sentimentaux, les romans politiques, des choses comme ça, bon, on ne va pas s'éterniser sur les interprétations, hein, on va les lire, on va les fermer, puis ils ne seront plus jamais ouverts. Voilà, c'est un peu ça l'idée. En revanche, les textes qui sont relus gardent un sens ouvert. Leur sens a une histoire vivante, celle de leur tradition interprétative. Série non close de réécriture qui sont autant de nouvelles lectures. Elles dépendent de la pratique où elles prennent place, obéissant à des objectifs éthiques, esthétiques ou cognitifs. Vous voyez, éthique, esthétique ou cognitif, bon, on comprend bien esthétique, cognitif pour la connaissance. Éthique, je vous donne juste un exemple, le changement de traduction des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Hein, voilà, je ne sais même plus ce que c'est maintenant. Ils étaient 10. Ils étaient 10. Parce que, pour des raisons éthiques, voilà, on ne peut plus. Cependant, le plaisir, le devoir et la volonté de savoir restent inassouvis. Donc c'est ça, cette ouverture. Hein. Sur ce point crucial, une sémantique des textes peut distinguer entre les structures closes qui épuisent la lecture et les structures ouvertes qui permettent au lecteur de transformer l'équivoque en infini. Donc là, c'est son modèle théorique. Hein. Lui, il développe une sémantique des textes. J'y reviendrai rapidement à un autre moment. Il prétend que son modèle théorique il permet de faire la différence entre, en gros, les textes qui méritent d'être relus, qui peuvent être relus, enfin qui méritent, qui ont des potentialités herméneutiques ouvertes, hein, et puis ceux pour qui ces potentialités-là sont fermées. Bon, ça n'exclut pas le fait qu'à certains moments, on redécouvre des textes qu'on avait fermés à un moment donné, mais ça, c'est un cas un peu particulier. Donc, voilà, on va conclure sur ce point. Je ne répète pas, bon, ça c'est une conclusion simplement pour vous rappeler qu'on a vu à chaque fois que la nature du sens, quand on se situe au niveau des mots, de la phrase, du texte, elle est différente. Donc, ah oui, si je voulais ajouter un truc, bon, je le ferai la semaine prochaine. Donc, il faut vraiment distinguer, si vous voulez, une sémantique lexicale, une sémantique grammaticale, une sémantique phrastique peut-être, une sémantique discursive, une sémantique textuelle. Bon, j'ai pas fait la différence discours-texte, bon, ça c'est tout un cas dans lequel je ne vais pas du tout entrer, mais disons qu'il y a à chaque niveau donc des spécificités qui font qu'il est difficile au fond, mais du coup j'y reviendrai rapidement la semaine prochaine, de dire qu'on sait ce que c'est que le sens et qu'on a une sémantique. Il faudrait dire qu'on a des sémantiques, hein, et non pas faire un livre de sémantique, mais faire un manuel de sémantique du mot, de sémantique du texte, de sémantique, etc. Vous voyez, si on veut être un petit peu cohérent avec cette idée que le sens, qualitativement,
n'est pas de même nature selon le plan sur lequel je me situe. Voilà, est-ce que vous avez des questions pour finir? Non? Eh bien, très bien. Dans ce cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.